Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième événement rencontre de l'année organisé par Léel à l'Unisson. Donc moi je suis Françoise Merck, membre du bureau de l'association et ambassadrice SNCF au féminin pour notre région. Donc pour le bon déroulement de cet échange, je vous propose de couper vos micros. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de la discussion, on y répondra tout à l'heure. Et puis, je vous informe que c'est enregistré pour que celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui puissent retrouver nos échanges plus tard. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir, et voilà, et puis je peux vous demander de couper vos caméras aussi, hormis nos invités, bien sûr. Donc, nous accueillons aujourd'hui deux femmes managers à la SNCF qui sont Delphine Cousy, bonjour Delphine, et Assia Benziane. Alors, avec des parcours très, très différents et inspirants, voilà, qu'on va découvrir ensemble. Juste avant, deux mots sur l'association Les LMISson. Donc aujourd'hui, compte une dizaine d'entreprises membres. Bon, SNCF bien sûr, Thales, McCormick, IBM, les entreprises pour la cité, Mendoza, La Poste, CMA CGM, EDF, Winfrance. Et pardonnez-moi si j'en ai oublié une. Donc, avec comme objectif, entre autres, ces moments de partage. Et pour rappel, au mois de mars, nous avions reçu Laura Vidal, qui était la première sommelière à intégrer le guide Michelin. Et puis, vous découvrez notre nouveau logo derrière moi et prochainement notre site internet. Et en attendant, vous pouvez déjà nous trouver sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, donc interview croisée de Delphine Cousy et Assia Benziane. Alors je vous présente rapidement et puis ensuite vous ferez mieux que moi. Donc Delphine, directrice régionale TER et qui coordonne les activités pour tout le groupe SNCF dans la région. Et donc tu es ingénieur de formation, tu as commencé ta carrière comme dirigeante dans les services aux clients pour TGV, puis dans la production chez Eurostar, entre autres. Donc, tu as occupé plusieurs postes de management opérationnel. Et puis, tu as rejoint la région Sud en début d'année, après avoir dirigé Intercité. Et dans ces deux postes, tu as expérimenté ce qui était nouveau pour SNCF, l'ouverture à la concurrence. Et Assia, donc Assia encadre une équipe de chefs de bord chez Ouigo. Et tu es très impliqué depuis longtemps dans le combat pour l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise, mais aussi dans la société civile, en tant qu'adjointe au maire déléguée à l'égalité aux droits des femmes dans ta commune de Fontenay-sous-Bois. Et tu es membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous êtes toutes les deux, bien sûr, engagées pour la mixité au sein de SNCF. Voilà, donc je vais vous poser quelques questions qui vous permettront d'en dire plus. Alors, Delphine, tu as donc tenu des postes de management dans des métiers techniques, souvent tenus par des hommes, et tu as aussi encadré donc du coup des hommes. As-tu rencontré des obstacles par rapport à ça et comment les as-tu contournés? D'abord, bonjour à tous et toutes et encore merci pour cette organisation et cette implication et cet engagement que vous avez les uns, les unes et les autres dans ce combat qui pour moi est un combat d'égalité absolument indispensable. Et avant de répondre à ta question, Françoise, je ne vais pas faire comme les politiques, hein, je vais répondre à ta question. Je tiens à dire que pour une entreprise comme la SNCF, ma conviction profonde depuis très longtemps, c'est que cette entreprise se doit d'être à l'image de ses clients. Et le client SNCF, c'est la société dans laquelle on vit. Et donc, si on veut être à l'unisson, pour reprendre le terme, avec notre clientèle, avec les attentes de la société, on a tout à gagner à travailler la mixité et la diversité dans l'entreprise. Alors, effectivement, tout au long de mon parcours et surtout dans la première partie de parcours, parce que je suis rentrée à la SNCF tout de suite après mes études, donc ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans l'entreprise. J'ai eu l'occasion de manager, par exemple, des conducteurs de train. Je dis bien conducteurs, puisqu'à l'époque, dans les années 90, je crois qu'il y avait en France 2 conductrices de train en tout et pour tout. Et effectivement, ça a pu paraître un challenge à l'époque. Je dirais que, d'une certaine façon,
ça a été tellement surprenant pour eux d'avoir une patronne que ça a presque été un atout pour moi. C'est-à-dire que l'effet de surprise, l'étonnement, j'allais dire, a été une façon pour moi de contourner l'obstacle. Et surtout, j'allais dire, ça a été aussi une façon d'apporter une autre façon de manager, une autre approche managériale. Non pas que je crois que le management par les femmes soit foncièrement différent, mais en tout cas, mon profil, mon parcours était suffisamment décalé par rapport à ceux qu'ils avaient l'habitude de vivre, que j'en ai fait quelque part un atout. Et puis, voilà, parce que je cumulais un peu les handicaps, hein. J'étais diplômée, femme et jeune. Et donc, ils avaient l'habitude d'avoir des managers hommes, anciens conducteurs et plutôt expérimentés. Donc voilà, c'est plutôt le cumul de ce profil-là dont j'ai essayé de faire un atout. Et j'allais dire quelque part, ça a presque été plus simple avec les conducteurs qu'avec leur encadrement de proximité, pour qui il a fallu que je combatte je fasse preuve de. J'avais un déficit de légitimité au départ, et donc ça a été un travail dans la durée, en fait, hein. Merci. Et alors, du coup, qu'est-ce que cela t'a apporté à toi et pour la suite de ta carrière, évidemment? Alors pour le coup, d'abord dire que j'ai adoré et que je continue à beaucoup aimer le management opérationnel, pouvoir allier la vision stratégique et la mise en œuvre très concrète au quotidien de ce qu'on veut faire. Je crois que pour ce type de poste, une des premières satisfactions, c'est d'être avec l'humain, d'être avec les équipes, de les voir bouger, de les accompagner dans leur progression, dans la réalisation des attentes de l'entreprise, mais également de la prise en compte, j'allais dire, de leurs attentes personnelles également. Donc, ça a été un vrai bonheur. Et j'allais dire, homme ou femme, la question ne se pose pas pour moi comme ça. C'est aussi de voir évoluer et grandir des managers. Ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction, alliée à ce que j'évoquais, c'est-à-dire vraiment le côté très concret, très opérationnel et tous les jours délivrer le service au client. Et alors, si tu avais un conseil à donner à une jeune fille bah, par rapport à tout ça, ce serait lequel? Oser, se faire confiance et se faire plaisir. Je pense que dans la réflexion qu'il doit y avoir sur quel métier je veux, quel est le métier qui peut m'attirer, oser regarder ce qu'on n'a pas l'habitude de regarder et aller voir ce qui peut répondre à ses attentes, oser prendre des risques. Et j'allais dire souvent, et c'est pas faire injure aux hommes, j'espère que je ne vais pas vous vexer, messieurs, mais c'est vrai que sur un poste à pourvoir, une femme, si elle n'a pas 110% des compétences, va pas forcément oser postuler. Un homme qui en a que 80 va dire bon, c'est bon, je vais tester. Donc moi, je dirais oser, voilà, avant tout. Parfait. Alors, Assia, pour avoir le parcours que tu as déjà, tu as dû rencontrer des personnes clés qui t'ont inspiré, tant dans ta vie personnelle que professionnelle. Voilà, et à quel moment est-ce que ça t'a permis d'avancer? Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous sur Teams. Je devais venir sur Marseille, j'aurais préféré, mais aujourd'hui un gros événement mondial se déroule sur Paris parce que c'est l'ouverture du forum Génération Égalité qui a été présidé par la France et le Mexique et l'ONU. Et je suis malheureusement ou heureusement attendue sur cette thématique cet après-midi, donc je m'excuse de mon absence. Les personnes qui m'ont inspirée, alors moi, mon parcours a été complètement différent, mais j'ai été engagée dans le monde associatif dès l'âge de 14 ans et à 17 ans, en fait, après être revenue d'un voyage humanitaire, je voulais créer mon propre projet humanitaire et j'ai eu la chance de rencontrer Karine Guldeman, qui était l'ancienne directrice générale de la fondation Elle, qui m'a ouvert les portes. Et par la suite, ça a fait un peu effet boule de neige parce que je me suis retrouvée dans son bureau à vouloir financer mon projet d'école pour femmes analphabètes en Algérie. Mon pays natal avec ma maman. Et du coup, Karine me disait, mais tu veux faire des classes pour alphabétisation, pour des femmes, etc. Pourquoi tu ne veux pas faire des écoles? Et je lui ai dit tout simplement que je n'avais absolument pas les moyens financiers pour pouvoir avoir ce projet, pour ne serait-ce que l'imaginer.
Et elle m'a dit, mais nous, on peut t'aider. Et du coup, j'ai été lauréate 2 années de suite de la Fondation L du groupe Lagardère. Et ça a fait un effet boule de neige parce que par la suite, Jean-François Voguet, donc un homme, m'a fait confiance pour être élu sur sa ville. J'ai été élue la plus jeune de France à l'âge de 19 ans. Et par la suite, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont marqué ma vie, mais sans ces 2 personnes-là, Karine Guldemann, qui m'a fait confiance tout de suite du haut de mes 17 ans, sans expérience, sans diplôme, etc., m'a fait confiance. Jean-François Voguet, mon mentor en politique. Je ne serais tout simplement pas aujourd'hui en train de vous parler parce que mon parcours émane de ces 2 personnes-là. Ok. Et du coup, par rapport à ton parcours professionnel, puisque tu es entré donc à la SNCF et puis tu es devenu manager par la suite. Oui. Oui. Alors, au niveau de la SNCF, c'était particulier parce que je me suis trompée de poste initialement. Et donc, je suis ravie de cette erreur parce que c'est comme ça que j'ai pu intégrer l'entreprise. Je pensais vraiment qu'à la SNCF, on rentrait de famille en famille et c'est pas du tout le cas. C'était une fausse idée que j'avais à l'époque. Ouais. Et au niveau de l'entreprise, j'étais moi-même chef de bord en Très bien. Transilien, Je vous fais un parisienne. je J'ai regarde ça. ensuite été, il y a un micro qui est ouvert, si j'entends un Oui, écho. il y a un monsieur qui parle. Merci. Et du coup, par la suite, j'ai voulu être manager au sein de l'entreprise. Et là, c'est mon ancienne manager qui m'a fait confiance et qui m'a proposé sur le poste sur un programme qui s'appelle Excellence DPX, qui n'est pas donné forcément à tout le monde parce qu'il faut être repéré par son manager. Donc, moi, ça a été le cas pour moi. J'ai eu la chance d'avoir aussi des femmes autour de moi comme Francesca Assetto, qui était l'ancienne présidente de SNCF au féminin, qui me disait, mais pourquoi tu te poses autant de questions pour postuler à Excellence DPX? Tu as toutes les qualités requises. Et moi, je trouvais toujours des raisons. Mais non, j'ai pas la bonne qualification, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Elle m'a dit, faut oser, faut foncer et tu verras si ça marche ou pas. Et j'ai bien fait de l'écouter parce que ça a marché, en fait. Et on a toujours ce qu'on appelle ce syndrome, en tout cas que moi je ressens, ce syndrome de l'imposteur qui est très connu particulièrement chez les femmes et qu'il faut effacer. Parce qu'on peut avoir toutes les compétences du monde, on va toujours se poser des questions. C'est un peu plus présent chez les femmes, ça c'est une réalité. Et du coup, de se dire, bah non, en fait, je suis compétente, de se le dire, je suis compétente, je peux, je vais oser, et on verra bien ce qui arrivera. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et heureusement que je l'ai fait. Donc, j'ai intégré en effet Excellence DPX. Donc, DPX, c'est dirigeant de proximité. C'est un poste de manager de proximité. Et du coup, je suis sur mon poste depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai bien fait de les écouter. Et donc, au niveau de l'entreprise, heureusement que j'ai été boostée par des femmes qui ont cru en moi. C'est important quand on doute soi-même. Alors, justement, tu parlais du réseau SNCF au féminin et de sa présidente qui t'avait conseillé. Delphine, ce réseau SNCF au féminin est le plus important de France. Il est assez ancien puisqu'il il a été lancé par le président Guillaume Pépi en 2012. Est-ce que tu penses ou tu as vu que cela avait un impact sur la place des femmes dans l'entreprise? Alors, le témoignage d'Asia déjà prouve que oui, mais voilà, est-ce que toi aussi tu as pu le constater? Alors, au-delà de, moi, je suis très très fière de ce réseau, très fière des actions qu'il a pu mener. Je vais aussi dire quand même que la volonté de promouvoir des femmes, de donner une chance à l'égalité d'une certaine manière dans les actes et pas que dans les paroles, c'est d'abord et avant tout porté par nos présidents. Parce que si on se le dit différemment, le réseau aurait pu être dans un coin sans que ça se concrétise dans des actes concrets. Je pense en particulier dans la composition des comités exécutifs, des postes clés. Et donc, que ce soit Guillaume Pépi ou Jean-Pierre Farandou aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des présidents qui, je pense, incarnent et portent de façon très, très dans la durée, de façon très concrète, cette volonté affichée. Et du coup, ça a donné une énergie également à ce réseau SNCF au féminin. Voilà, et je pense que le plus gros intérêt, en tout cas,
de ce réseau, ça peut être sans doute été de permettre la mise en relation, de pouvoir incarner au travers d'un certain nombre de dirigeantes, d'incarner finalement, montrer que le plafond de verre peut être changé, c'est faire du rôle modèle, c'est aussi de donner confiance à un certain nombre de collaboratrices sur leur capacité à évoluer. Et l'effet réseau, pour le coup, a une vraie force, je le crois. Et alors, pour toi, quel est le principal combat à mener pour que ça évolue encore? Alors, moi, j'allais dire, je vais peut-être paraître, je pense que dès lors qu'il y a une volonté affichée dans la politique de l'entreprise, dès lors que, alors, je dis pas que c'est parfait, hein, je pense qu'il y a encore des dirigeants qui ont du mal à imaginer des femmes dans des postes techniques, il y a encore, etc. Mais je pense que le combat désormais, au-delà de continuer à promouvoir des femmes qui peuvent avoir des rôles, enfin, un rôle modèle pour d'autres, c'est avant tout l'autocensure. Et donc, j'allais dire, il faut le prendre le plus en amont possible. Et je pense que le combat aujourd'hui, c'est de permettre à des jeunes filles d'oser faire les études qui sont, entre guillemets, étiquetées techniques ou masculines, oser, une fois qu'elles ont fait leurs études, postuler à des métiers étiquetés masculins. Et quelque part, c'est donner confiance, donner des signaux, mais j'allais dire dès l'amont, aussi promouvoir des études et des métiers pour lesquels, j'allais dire, il y a un côté d'autocensure, hein, je ne sais pas le formuler autrement. De la même façon d'ailleurs que ça peut être vrai sur des métiers étiquetés féminins pour lesquels certains hommes ne s'engagent pas parce que perçus comme pas faits pour eux. Tout à fait. Et alors, du coup, Assia, dans les missions que tu mènes en dehors de l'entreprise, donc au Conseil à l'égalité homme-femme, par exemple, est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais et est-ce que ça va contribuer à ce que dit Delphine, c'est-à-dire entraîner les femmes à oser? Alors, au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, notre mission est variée parce qu'il y a plusieurs thématiques. Moi, je siège à la commission violence parce que je suis experte sur ces questions-là de violences faites aux femmes. Au sein de ce Haut Conseil à l'égalité, notre travail, c'est d'écrire des rapports, des recommandations qu'on remet aux membres du gouvernement pour qu'ils les mettent en place. Donc, ça paraît très simple sur la feuille, mais c'est du travail de très longue haleine parce qu'on a tous des avis forcément différents. Mais pour vous donner un exemple concret, j'ai rencontré lors du dernier confinement, du premier confinement du moins, une femme qui avait été victime de violences, qui avait porté plainte au commissariat. Sa plainte a été reçue. Son ex-conjoint très violent a été emprisonné et il s'avère que le commissariat a transmis les coordonnées, les nouvelles coordonnées de son ex-femme. Et du coup, c'était une erreur assez incroyable de donner des coordonnées à une personne qui a tenté de l'assassiner. Et du coup, c'est une erreur qui n'est pas acceptable en France. Donc, j'ai suggéré que les femmes victimes de violences puissent prendre l'adresse du commissariat, pardon, comme étant leur adresse afin qu'elles ne soient plus en danger sur ce type d'erreur de transmission de coordonnées d'avocat à un autre avocat ou entre la police et les avocats. Donc ça, c'est un exemple concret d'une recommandation qui a été acceptée et qui a été mise en place. Donc voilà, on part de ce qu'on connaît, hein. Moi, ça fait plus de 13 ans que je suis élue sur ma commune et depuis plus de 8 ans sur cette question des droits des femmes. C'est aussi dû à mon parcours personnel et au fait que j'ai eu un drame familial il y a très longtemps et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée sur ces questions. Mais voilà, notre travail, c'est aussi de faire des recommandations comme notamment, il y avait le travail en parallèle avec le Grenelle des violences entre les femmes et les hommes qui a eu lieu en 2019, qui a été lancé le 3 septembre 2019 par la ministre Marlène Schiappa de l'époque. Et donc, ces recommandations, c'est le port d'un bracelet anti-rapprochement, l'interdiction d'avoir un port d'armes en cas de féminicide.
Et ça, ce terme est très important parce que la France l'a utilisé, Emmanuel Macron l'a utilisé une première fois à l'ONU et a officialisé un peu ce terme féminicide. En cas de féminicide, ben, l'autorité et la déchéance parentale est retirée à l'auteur, etc. Donc toutes ces choses, ce sont des recommandations du fait de tristes histoires, de tristes situations que l'on rencontre. Donc voilà, autrement, il y a aussi au sein du Haut Conseil à l'égalité des personnes qui travaillent justement sur la diplomatie féministe. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais en préambule, il y a l'ouverture du forum et Génération Égalité. Donc en fait, le forum Génération Égalité, c'est pour les personnes qui ont connu Pékin plus 25. En 1995, les pays du monde se sont réunis à l'ONU et ont dit, bah voilà, nous, dans notre pays, on souhaite faire ceci, cela et cela pour améliorer l'égalité dans notre pays. Et 25 ans plus tard, donc aujourd'hui à Paris, c'est le bilan de ces engagements et de nouveaux engagements pris par ces pays. Donc aujourd'hui à Paris, on a Justin Trudeau, Kamala Harris, on a le président du Zimbabwe, Antonio Guterres, président de l'ONU, secrétaire général de l'ONU. Et donc, toutes ces personnes vont discuter des prochains engagements pris pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vois les questions, on répond plus tard ou pas? Alors, oui, on va passer aux questions pour justement vous laisser le temps d'y répondre. Andrine, peut-être si tu nous partages les questions les plus likées? Ou... Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une ou deux questions à Delphine. Tu as dit que tu avais obtenu ton poste d'encadrement de conducteur de train, mais comment tu l'as obtenu? Comment se fait-il que l'on t'ait nommé à ce poste alors qu'auparavant il n'y avait pas eu de femme? Qu'est-ce qui a fait que justement ça a changé? Oui, alors j'ai fait un raccourci un peu rapide. En fait, je suis rentrée dans l'entreprise en 90, juste après mes études supérieure. Et à l'époque, ce qui est un peu encore le cas aujourd'hui, mais sous une forme un peu différente, nous avions une formation interne relativement longue qui permettait d'acquérir les compétences, entre guillemets, purement ferroviaires, hein, de comment on fait circuler un train, comment on utilise un poste d'aiguillage, comment on conduit un train, qui était sanctionné au bout de 9 mois par, entre guillemets, l'autorisation d'être responsable d'entités, d'équipes, soit de conducteurs, soit d'agents en gare. Enfin voilà, il y avait un certain nombre de parcours. Et cette formation avait le grand intérêt d'alterner des cours théoriques et des mises en pratique. Donc j'ai tenu un poste d'aiguillage en 3-8 en gare de Nuit-Saint-Georges, voilà, comme ça vous le saurez, avec la casquette, le sifflet, enfin tout ce qui allait bien. Et j'avais également tenu, enfin accompagné des conducteurs et conduit des trains, même si j'avais pas été autonome dans la conduite des trains. Et en fait, très rapidement, passer cette période un peu de formation ou de parcours qualifiant, on nous proposait des postes de management opérationnel en manageant des, entre guillemets, petites équipes. Et moi, j'avais été très, très attirée tout de suite par ce milieu de la conduite qui est, je trouvais, très attachant, des rencontres, de très belles rencontres et des salariés extrêmement engagés, passionnés par leur métier. Et donc, plutôt que de rester dans un poste en gare, j'avais émis le souhait de prendre un poste plutôt de côté conduite. Et donc, c'est ce qui m'a été proposé. Donc, il se trouve que j'ai accepté une mobilité assez forte parce que c'était vraiment ça ma priorité à l'époque. Et j'ai eu la chance, on va le dire comme ça, d'avoir un dirigeant local, pur produit de la promotion interne à SNCF, lui-même ancien apprenti, enfin, qui s'est dit, mais moi, si tu veux grandir et si tu veux prouver ce que tu sais faire, il faut qu'on te mette dans le bain tout de suite. Et donc, on va te jeter dans le bain d'une équipe de conducteurs. Et c'était une unité opérationnelle de 80 conducteurs environ. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Merci. Ensuite, on a des questions sur la confiance et qui s'adressent à vous deux, mais je vais les cibler plus précisément. Je continue avec toi, Delphine. Tu disais qu'il fallait se faire confiance, mais comment faire en sorte que les autres aient confiance en nous en tant que femmes? Alors, conviction très personnelle, je pense que quand on a soi-même confiance, ça transparaît et ça peut déjà faire baisser j'allais dire, la résistance parfois naturelle que pourrait avoir
vos patrons ou vos patronnes. Je pense que la prise de risque, typiquement pour permettre à quelqu'un de prendre un poste, d'être promu, de changer d'orientation professionnelle, je pense qu'on dégage cette confiance quand on l'a en soi et ça rassure et ça permet de le faire. Après, je suis pas naïve, je pense qu'il y a aussi des histoires de rencontres et d'opportunités. Si je prends le versant plus sombre entre guillemets de mon parcours dans l'entreprise, j'ai aussi entendu à l'époque où j'ai fait un petit passage dans le recrutement de cadres, donc de bac+4, bac+5, j'ai entendu quand même un gestionnaire de carrière m'expliquer que j'avais recruté trop de femmes et qu'elles allaient toutes être enceintes et qu'elles n'allaient pas toutes supporter de prendre des postes de management opérationnel. Donc il y a aussi des résistances. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait tenir ce genre de propos, mais sans les tenir, certains peuvent le penser encore. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas, sans être naïf, mais il y a une part d'opportunité, mais je pense que inspirer confiance, ça veut dire d'abord, avant tout, soi-même avoir confiance en soi. Du coup, Asia, un peu la même question. Comment tu peux expliquer que les deux personnes que tu as citées aient eu confiance en toi? Comment je peux expliquer qu'elles aient eu confiance en moi? J'en ai absolument pas la moindre idée. Je pense surtout que c'est de voir que j'étais sûre de mon projet, en fait. Avec maman, en fait, notre projet était déjà fait, parce que moi, quand je suis rentrée en France, demander des subventions à droite et à gauche, mon projet était fait. C'était pas une école, c'était des classes qui se tenaient. Je les payais avec maman. Avec pourtant nos faibles revenus, hein. On payait une professeure, la salle de classe c'était mon salon, enfin voilà, le projet était fait. Donc je pense que ils se sont dit bon, c'est fait, on risque pas grand-chose entre guillemets, mais c'est vrai que c'est difficile de s'imposer aussi jeune, puisque et surtout quand je suis rentrée dans le monde politique, d'ailleurs, parce qu'on pensait au préalable que j'étais la secrétaire d'un élu, et du coup, on ne me prenait pas du tout au sérieux. Il y a eu des appels en mairie quand la liste de présentation a été faite, parce que mais moi, je sors de Sciences Po, elle n'a pas fait d'études, pourquoi elle et pas moi? Enfin voilà, ça, je les ai eus. À un moment, on a cru bon me prendre pour la Miss de la ville, et d'ailleurs, je suis ravie d'avoir ensuite supprimé cette élection sexiste au sein de ma commune. Mais voilà, il y a énormément d'obstacles. Par la suite, mais en tout cas, c'est ces deux personnes qui m'ont donné la niaque d'avancer et surtout de prendre toutes les expériences. Parce que moi, je prends vraiment toutes les expériences possibles. On m'avait proposé ensuite, 2 ans après, d'intégrer les Vigilantes et de travailler avec Simone Veil. Donc, j'ai travaillé avec Simone Veil, j'ai rencontré Marlène Schiappa, on a travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble. Et c'est à force d'expérience. Donc, voilà, comme le G7. Moi, mon étiquette politique en dehors, et mon étiquette politique, c'est plutôt de gauche. On m'a dit, mais tu vas travailler pour Emmanuel Macron, c'est la droite, bou, bou, bou. T'es plutôt du Parti communiste, c'est honteux. Et en fait, il y a un moment donné, faut avancer. Enfin, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour être crédible, pour faire avancer la cause des femmes au niveau national ou international? Bah, c'est ça, c'est de croire en soi, d'y aller. Et de toute manière, il y aura toujours des détracteurs autour de nous. Donc, ne le soyez pas vous-même pour vous-même, en fait. Vraiment pas. Ok, merci Asia. Il y a quelques questions pour toi au sujet, je reviens un peu plus sur ton métier. Quel est ton rôle de manager? Qu'est-ce que ça veut dire? Combien tu as de personnes? Quel est ton métier? Voilà. Des questions autour de ton métier d'aujourd'hui. Alors, mon métier d'aujourd'hui, donc, c'est d'être manager de proximité, donc donc j'ai une équipe de 25 contrôleurs. Quand vous voyez des chefs de bord dans des TGV, ils ne font pas que des annonces et contrôler votre billet de train, ils font aussi de la sécurité ferroviaire, donc de connaître les procédures de sécurité, de sûreté, et tout ça, c'est mon rôle de veiller au maintien des compétences de tous ces chefs de bord que vous avez la joie de rencontrer dans nos trains. Donc ça, c'est mon métier de tous les jours. Merci. Delphine, une question que je t'adresse plutôt en particulier. En tant que manager, comment vous faites pour faire avancer justement l'égalité hommes-femmes au sein de la SNCF? Tu en as déjà parlé, mais
Voilà, concrètement, comment toi, en tant que dirigeante, tu impulses cela? Alors pour le coup, je pense que, enfin moi, j'ai quelques lignes directrices qui n'ont pas changé depuis 30 ans. Et je dois dire que la loi qui a évolué nous aide quand même. Je m'explique. Il y a 20 ans encore, vous pouviez aller dans des vestiaires et voir des pin-up dénudés un peu partout. Vous pouviez entendre des propos racistes, homophobes, sexistes, y compris tenus par des représentants du personnel. Et moi, ma ligne n'a jamais varié, c'est-à-dire que ne rien laisser passer. Le sexisme ordinaire, l'homophobie ordinaire, le racisme ordinaire, c'est sanctionnable. Alors, je répète, la loi nous y aide davantage aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais quand même, il y avait déjà des moyens de sanctions, y compris en interne. Et donc, ne jamais rien laisser passer. Ça finit par se savoir, ça finit par se voir. Et j'allais dire, même si on ne change pas l'état d'esprit de certains, au moins ils savent que dans le cadre du boulot, ils peuvent pas franchir la ligne rouge. Donc ça, une rigueur absolue là-dessus. Et je dois dire que j'ai en tête une expérience sur l'établissement de contrôleurs justement de Paris Nord, où ça s'est même traduit par un conseil de discipline avec un agent qui a été mis à pied 12 jours, muté disciplinairement pour avoir exercé voilà, enfin bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'était assez terrifiant. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ne rien jamais lâcher là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui fait aussi que on peut très concrètement faire avancer le sujet au-delà de parcours ou d'échanges dans des associations telles que SNCF au féminin ou ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que moi j'exige systématiquement lorsque j'ai un poste à pourvoir dans mon équipe qu'il y ait au moins une femme candidate. Ça peut paraître banal, mais quand c'est un poste à la maintenance du matériel roulant, ben, je peux vous garantir que ça fait suer certains, dans tous les sens du terme. Mais voilà, et je pense que si on se tient à quelques règles complètement claires, et puis essayer d'être exemplaire, c'est-à-dire essayer aussi dans mon comité de direction, dans mes équipes, à chaque occasion favorable, essayer de trouver l'équilibre. Alors, l'équilibre 50-50 n'est pas toujours complètement évident à trouver, mais en tout cas, essayer d'être exemplaire là aussi sur ces sujets-là. D'ailleurs, si je peux compléter la réponse, à la SNCF, du coup, j'ai vu la question un peu plus haut. Il y a 25% de femmes et dans tous nos groupes, donc dans les 5 sociétés qui représentent la SNCF, il y a 22,7% de femmes. Donc, autant vous dire que le sexisme existe. Nous avons aussi la chance d'avoir une direction de l'éthique et je sais que c'est pas donné à toutes les entreprises. La direction de l'éthique est rattachée directement au président Monsieur Farandou et c'est un peu nos enquêteurs lorsqu'il y a une situation qui est signalée de sexisme, de harcèlement, de discrimination, de faits beaucoup plus graves d'ailleurs. Et en fait, cette direction de l'éthique fait une enquête et donne des recommandations, soit une mise à pied, soit un licenciement. Donc voilà. Et la chance que nous avons, c'est que les agents de l'entreprise SNCF, parce que voilà, hein, c'est une entreprise ferroviaire industrielle où il y a énormément d'hommes. Hein, pour vous dire, tout à l'heure, Delphine vous parlait du matériel, il n'y a que 4% de femmes. Par contre, dans l'action sociale, on est à 97% de femmes aujourd'hui. Donc, c'est un peu le schéma de la société au niveau national. C'est les postes voilà, de soins, c'est les femmes qui les prennent. Et du coup, on essaye d'inverser la tendance. On est passé de 2% de femmes conductrices à 7% de femmes conductrices, donc ça peut vous paraître très peu, mais toujours est-il, c'est aussi en progression. Et en fait, cette direction de l'éthique, elle est directement, on peut la contacter, donc les agents peuvent la contacter. Par exemple, je prends mon équipe. Si une personne se fait harceler par mon équipe et qu'elle ne souhaite pas m'alerter ou elle ne veut pas m'alerter pour X raison, elle peut directement contacter la direction de l'éthique qui se trouve au siège à Saint-Denis, soit par une ligne mail, soit par téléphone. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans une entreprise. Et ensuite, il y a plusieurs leviers pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et moi, je trouve que déjà d'effacer le sexisme, le harcèlement, c'est énorme. Nous, on avait fait un jeu avec SNCF au féminin où on avait mis un carton rouge. Et quand une personne faisait une remarque sexiste, on levait notre carton. Et oh, carton rouge, c'était un peu sympa, mais c'était pas pour plomber l'ambiance. Mais c'est vrai qu'il y a moins de pin-up sur les casiers des garçons, c'est une évidence.
Mais on a toujours ces problèmes-là. Et d'ailleurs, pour recruter un peu plus de femmes, maintenant, il y a une prime de cooptation. Donc, si on coopte une femme, on peut avoir une prime allant de 300 à 600 euros. Donc, c'est des choses aussi que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Et je lis en même temps qu'en effet, le 6 juillet, c'est la journée de l'engagement au sein de l'entreprise qui sera en effet ouverte par la ministre Elisabeth Moreno. Et on vous a préparé un petit quiz sympa après la pause déjeuner d'ailleurs. Donc voilà pour répondre un peu sur les pourcentages de femmes dans l'entreprise et ce qu'on peut y mener. Merci Asia. Je reviens sur le management et une question pour Delphine. Est-ce que selon toi, le fait d'avoir fait en début de carrière des métiers plus en lien avec l'exécution, en tout cas la production et vraiment l'opérationnel, est-ce que ça t'a pas non plus aidé à valider ta légitimité ensuite en tant que manager auprès des conducteurs notamment? Oui, oui, j'en suis convaincue. Je pense que c'est un mix un peu, comme je vous le disais, ils ont été tellement surpris qu'ils n'ont même pas pu réagir quand je suis arrivée. Donc, je pense que quand même, il y avait cet effet-là. Mais plaisanterie mis à part, oui, je pense que alors chacun trouve sa légitimité, son style de management, homme ou femme, hein. D'ailleurs, je pense que il y a pas de règles en la matière. Je pense qu'il faut juste être très aligné avec ses valeurs, très aligné avec qui on est, être le plus authentique possible. Moi, typiquement, j'avais envie de rentrer dans des sujets, de comprendre comment ça marchait. J'étais pas rebutée par les sujets techniques. J'étais j'avais été très séduite par l'état d'esprit des conducteurs lors de mes stages. Et de fait, je pense que cette légitimité-là m'a aidée. Mais je pense que quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, qui aurait eu un parcours différent, aurait sûrement trouvé une autre façon d'aborder le sujet. Et voilà, j'allais dire, il y a beaucoup de parcours qui peuvent varier. Et je pense que l'important, c'est d'être soi-même, d'être aligné avec ses valeurs. Et je pense qu'en management, c'est assez essentiel en fait. Merci. Alors, j'ai une question qui peut s'adresser à toutes les deux et posée par Gauthier, un de nos membres de l'association. Est-ce que la SNCF mène des actions spécifiques auprès des employés femmes et hommes sur le sujet des violences conjugales, justement en lien avec l'investissement d'Asia? Parce que dans son entreprise, il souhaite développer des actions. Donc, Oui. Alors, quand le conseil consultatif du G7 a été créé par Emmanuel Macron il y a 2 ans, plusieurs sociétés, dont la SNCF au niveau national, se sont engagées sur la question des violences conjugales et de la manière dont on les traite au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une réflexion qui existe notamment, alors il y a la SNCF, mais il y a aussi le groupe L'Oréal, notamment dans ce schéma-là. C'est de se poser la question d'une femme ou d'un homme, et puis c'est plus les femmes qui sont victimes de violences aujourd'hui en France, de savoir comment on peut gérer ces situations-là. Vous avez plusieurs biais. Alors, le premier, c'est qu'elle aille voir l'assistante sociale de votre groupe, de votre entreprise. C'est très important parce qu'une femme qui est absente à plusieurs moments de manière précipitée, qui ne s'exprime plus, etc., c'est quelqu'un qui peut subir ces choses-là. Et du coup, l'entreprise est en réflexion sur ce sujet, à savoir comment faciliter les démarches des femmes victimes de violences. Il faut savoir que pour porter plainte, c'est plus facile de le faire sur son temps de travail. Donc, si on leur accorde un temps pour aller porter plainte, elles n'auront pas à le faire par la suite. Vous avez aussi des relais. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais vous avez des relais au niveau de la médecine du travail. Ces partenaires-là sont essentiels dans le suivi d'une femme victime de violence. Ça paraît évident, mais moi qui suis baignée dans ces violences tous les jours au quotidien, je peux vous dire que la part des femmes violentées est énorme et sont présentes dans toutes vos entreprises. Donc, il faut savoir écouter, en fait. Et du coup, ce qu'on préconise, nous, au Conseil à l'égalité, en termes de phrases, mais il y a aussi des associations comme nous toutes qui le disent, si une femme se confie à vous sur des violences, c'est de lui dire « je te crois, je te fais confiance, il n'a pas le droit de le faire, c'est punissable », enfin voilà. Et de trouver les relais. Donc, vous avez soit
le pôle RH, soit l'assistante sociale de votre entreprise ou bien la médecine du travail. Merci Asia. Il me reste 4 minutes. J'ai une question que je vais adresser à Delphine. Donc, c'est toujours sur la confiance. C'est un thème qui revient beaucoup. Vous dites, si on a confiance en soi, les gens nous font confiance. Mais comment faire pour avoir confiance en soi? Alors, c'est un travail permanent. Parce que là, j'ai l'air d'être super zen et que ça soit une évidence. Évidemment, ça ne se passe pas aussi facilement. Je pense que, alors pour le coup, je rebondis sur ce que j'ai pu observer de l'intérêt de SNCF au féminin. Je pense qu'il y a eu pas mal de formations, il y a eu pas mal d'ouvertures qui ont pu être proposées, j'allais dire, de capacité à travailler sur le développement personnel. Je pense que c'est un travail qui est personnel pour le coup, qui est indispensable d'être mené. Et là, pour le coup, homme ou femme, hein, d'ailleurs, je pense que c'est ces sujets-là. Donc, moi, on a la chance dans cette entreprise de pouvoir accéder à certains types de formations et d'accompagnement et d'ateliers. Alors, comment se faire confiance? Bon, à titre personnel, c'était pas forcément. Enfin, si je vous dis la vérité, quand on m'a expliqué que j'allais prendre la tête de 80 conducteurs, j'y suis allée avec la trouille au ventre, hein, franchement, mais sincèrement, en me disant, mais je vais être mangée toute crue, je vais pas y arriver. Et je dois dire que pour le coup, de pouvoir s'appuyer sur des collègues ou s'appuyer sur un réseau même informel pour pouvoir faire appel à un ami, sentir qu'il y a voilà, qu'on n'est pas tout seul. Et c'est vrai que sur ces métiers-là, je pense que une des difficultés des fonctions de chef, c'est que certains peuvent imaginer que parce qu'ils sont chefs, il faut surtout qu'ils assument tout seuls, euh, et que ça serait de donner un signe de faiblesse que de demander conseil ou que de demander appui. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que c'est ça aussi qui forge notre confiance. Merci. Merci. Alors, Françoise? merci à toutes les deux. Oui, on va arrêter les questions. Enfin, il nous reste 2-3 minutes. Je voudrais voilà, pas vous prendre plus de temps. On s'était dit qu'on allait vous demander à toutes les deux le nom d'une femme qui vous a inspiré. Alors, Asia, on avait déjà cité deux. Donc, Delphine, je te laisse commencer. Puis, Asia, si tu as quelqu'un d'autre à nous citer ou une belle rencontre, voilà, une personne inspirante ou une belle rencontre qui ont marqué votre parcours. Alors, je vais pas être hyper originale, mais je dois dire que parmi les femmes inspirantes, Simone Veil fait partie pour moi, des très très belles figures. Et puis, dans les rencontres, cette fois-ci parce que je n'ai pas eu la chance de rencontrer Simone Veil, mais en tout cas, elle m'a beaucoup inspirée. Et puis, dans les rencontres, ça sera une rencontre professionnelle de l'ancienne patronne de TGV qui s'appelait, mais qui s'appelle toujours d'ailleurs Barbara Dalibard, et qui avait chevillé au corps cette volonté j'allais dire, de mettre en action ses vraies convictions autour de l'égalité homme-femme et de la mixité. Et qui a été pour moi c'est elle qui a inventé Wigo, n'est-ce pas, Asia? Donc Ouais. voilà, et qui savait, j'allais dire, trouver le très bel équilibre entre l'exigence, la recherche de l'excellence technique et la dimension humaine. Et pour moi, ça a été une très très belle rencontre. Asia, tu veux citer une... Moi, je vais citer un homme que j'ai appris à connaître au fur et à mesure du temps. C'est Denis Mukwege, mon collègue du Conseil consultatif. C'est le prix Nobel de la paix 2018. C'est le gynécologue qui répare les femmes. C'est un homme tout à fait incroyable, qui est menacé aujourd'hui d'ailleurs, et qui soigne des femmes qui ont été victimes de viols pendant les guerres, d'actes terrorisme, etc. Donc, les femmes sont premières victimes de tout et cet homme est juste incroyable et donc Denis Mukwege, sans hésitation. Bien, bah, écoutez, on est juste à l'heure, donc comme je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont obligées de se déconnecter, vraiment un grand merci à toutes les deux. Je vois que dans le fil de la conversation, il y a eu des questions et des réponses, donc c'est l'intérêt du réseau. Il y a déjà des échanges et des contacts qui vont se faire sur certains sujets comme le sexisme. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se voir en vrai.
Merci. Je ne sais pas si, Andrine, il y avait vraiment une toute dernière question en 1 minute qui te semblait vraiment, vraiment importante à poser? Je pense qu'on a répondu à l'essentiel et on remettra ça. Non, juste le souhait je renouvelle le souhait de Françoise, qu'on se rencontre pour de vrai, qu'on échange pour de vrai. Voilà, parce que je vous cache pas que d'avoir pris mon poste en plein confinement à Marseille au mois de janvier, j'en peux plus. Écoutez, je vous souhaite un bel été à toutes et tous, et puis on se retrouvera à la rentrée pour un autre partage. Voilà, on n'a pas encore défini avec qui, mais on vous y invitera. Merci. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.